Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve en solo, vous n'aurez que ma voix, et j'avais envie de vous parler des émotions. Parce que les émotions, j'entends très souvent des gens me dire « Oui, mais moi je déteste, je ne veux pas ressentir d'émotions négatives ». Souvent on me dit ça. Alors déjà, je vais mettre tout de suite un bémol là-dessus. Il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il y a simplement des émotions qui peuvent être effectivement agréables ou désagréables. Mais toutes les émotions sont là pour vous faire passer un message et toutes les émotions ont donc une utilité. J'aime beaucoup la métaphore qu'utilise David Laroche. En fait, il explique que les émotions, c'est comme des voyants lumineux sur le tableau de bord d'un avion. Si on coupe les émotions, comment le pilote peut savoir qu'il va y avoir une faille technique, qu'il y a d'ailleurs une faille technique, ou qu'il peut manquer d'essence, ou au contraire que tout est OK. Voilà, donc imaginez vraiment que vos émotions, c'est comme des voyants lumineux ou des notifications. Moi, personnellement, je ne monterai pas dans un avion si tous les voyants lumineux sont éteints. Peut-être qu'il ne se passera rien, mais peut-être qu'on va aller droit au crash. En fait, les émotions, ce n'est pas des problèmes. C'est simplement des informations qui vont vous aider à aller vers ce qui est important pour vous. J'aime beaucoup la phrase d'Arnaud Desjardins qui dit « Si vous voulez être libre de vos émotions, il faut avoir la connaissance réelle et immédiate de vos émotions. » C'est justement ce que j'ai appris en formation PNL. En fait, on a vraiment appris qu'une émotion était égale à un besoin, aussi simplement que ça. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que chaque émotion va pointer quelque chose chez vous, va dire quelque chose. Et du coup, c'est simplement ce message qui va être intéressant d'écouter, mais peut-être qu'avant de l'écouter, il va falloir le décoder. Donc l'idée du jour, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une émotion et quelle émotion veut dire quoi. Donc déjà, une émotion, c'est une réponse émotionnelle qui est spontanée ou une réaction qui va être affective, certes, transitoire, de plus ou moins grande intensité et qui est généralement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Ça ne veut pas dire que c'est de la faute des autres si vous ressentez des émotions, ça veut dire que c'est vraiment la stimulation extérieure qui fait que vous réagissez. Donc si une voiture pile très brutalement devant vous, c'est normal que vous ressentiez de la peur. Si vous partez en voyage pendant plusieurs mois et que vous êtes en train de dire au revoir à vos proches, c'est normal que vous ressentiez de la tristesse. Toute émotion déjà est normale. On ne peut pas dire à quelqu'un « c'est pas normal que tu ressentes ça ». En fait, on ne peut pas invalider les émotions des autres puisque chaque ressenti est interne et appartient vraiment à la personne. Ça me semblait important de le rappeler. On ne peut que valider les émotions que l'on ressent et que les autres ressentent. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on détaille chaque émotion. Donc, on va partir des 4 émotions primaires dans un premier temps. La peur, la colère, la tristesse et la joie. Ensuite, je vous expliquerai rapidement le dégoût et la surprise. Pour commencer par la peur, déjà, il y a différents degrés d'intensité des émotions. Donc, pour la peur, on peut ressentir de l'insécurité, de la détresse, de la crainte, de l'appréhension, de la confusion, de l'angoisse, de la panique, etc. Vraiment, chaque mot va mettre un degré d'intensité différent. Le rôle de la peur, c'est de nous signaler les dangers ou les menaces, qu'ils soient réels ou fictifs.
Donc, quoi qu'il en soit, la peur nous indique un besoin d'être en sécurité. Du coup, quand vous êtes face à un danger potentiel, comme je disais, qu'il soit réel, il y a un ours devant vous, ou fictif, peut-être la peur de l'échec, entre guillemets, votre émotion peur va vous faire ressentir un besoin de sécurité et va vous permettre surtout d'adapter votre comportement pour ce faire. Face à une peur, généralement, il y a 3 réactions qui sont observées. La paralysie, vous n'êtes plus capable de bouger ou de faire quelque chose. La fuite, qui va vous permettre de vous éloigner du danger, ou la défense. Typiquement, il y a un ours, vous allez lui taper dessus. Chacun sa technique. Mais du coup, si je veux que vous reteniez une chose, c'est peur, besoin de sécurité. Donc, quand vous sentez de la peur, demandez-vous quel est le danger et comment vous pouvez vous mettre en sécurité face à ça. En fait, les émotions, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en mouvement face au message que l'émotion vous fait passer. Donc, la peur, insécurité, comment vous vous mettez en sécurité. Ensuite, on va voir la colère. Donc, la colère, pareil, on a différents degrés d'intensité. On peut avoir une légère contrariété, ressentir de l'irritation, ou de la tension, ou de l'énervement, ou de la fureur, voire même de la haine quand on est au max du max de la colère. La colère, elle est là pour nous signaler quelque chose qui ne nous convient pas. Elle nous indique généralement un besoin d'être respecté, de poser ses limites. Souvent, elle peut venir de 3 facteurs différents. Par exemple, ça peut être une frustration, un ami vous rembourse pas ce qu'il vous doit. Ça peut provenir aussi d'une intrusion dans votre territoire. Typiquement, on a lu dans votre journal intime, on a lu dans vos messages, on vous a cambriolé par exemple, ou une entrave à la liberté. Je vais prendre un exemple très basique. L'annonce du confinement a mis beaucoup de personnes en colère parce que clairement, ça pouvait être perçu pour eux comme une entrave à leur liberté. Pour ma part, je me sentais beaucoup plus libre puisque tout s'est arrêté. Mais chacun, encore une fois, chacun ses réactions et je comprends complètement que certaines personnes aient pu ressentir de la colère. Moi, j'ai pu ressentir personnellement de la peur et après un certain sentiment de soulagement de pouvoir vivre à mon rythme. Toutes les émotions, encore une fois, sont justes. Donc ce qu'on perçoit comme de l'injustice, qu'on perçoit comme un manque de respect, ce qu'on perçoit comme une intrusion ou une frustration peut nous mettre en colère. Simplement, quand vous ressentez de la colère, demandez-vous qu'est-ce qui vous met en colère, comment vous pouvez poser votre cadre, poser vos limites, vous faire respecter si c'est le besoin derrière ça. Ensuite, on a la tristesse. La tristesse, c'est une émotion, je dirais, un peu spécifique. Le rôle de la tristesse, c'est de nous faire accepter une perte, quelle qu'elle soit. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un objet qui nous tenait à cœur, ça peut être la perte de quelque chose dans une relation, la perte de confiance, la perte d'amour. Vraiment, l'idée déjà, quand vous vous sentez triste, c'est d'identifier la perte en question. Quelle perte vous met dans cette situation, dans cette émotion de tristesse? Souvent, la tristesse, elle est liée au passé, parce que la perte à laquelle vous faites face quand vous ressentez de la tristesse a déjà eu lieu. Elle peut indiquer aussi un besoin à la fois d'accepter cette perte, d'accepter ce qui peut être changé, et parfois aussi un besoin d'amour, d'être consolé, d'être en lien, pour retrouver en fait ce qui a été perdu. En termes de degré d'intensité, donc on peut ressentir de la nostalgie, de la mélancolie, de la solitude, de l'ennui, du découragement, du désespoir, de la dépression, de la tristesse purement et simplement. Et en fait, la tristesse, c'est vraiment comme un processus de cicatrisation qui va nous permettre de vivre sans ce qu'on a perdu. C'est comme une restructuration de notre vie. Face à cette perte, voilà, c'est un processus de cicatrisation psychologique qui va se mettre en place et il se passe en 6 étapes. Très souvent, on le dit pour les ruptures, ah mais d'abord tu vas passer par le déni, puis la colère, puis la peur, etc., etc. C'est vrai, sauf que ça ne se passe pas que pour les ruptures, ça se passe vraiment pour toutes les pertes. Donc la première étape, c'est effectivement le déni, le refus d'accepter la réalité, le refus d'accepter qu'on a perdu telle personne ou telle chose, etc. Ensuite, après le déni, on a la colère. La colère, donc, c'est ce sentiment d'injustice. Si je prends le cas d'une rupture, effectivement, c'est complètement injuste que cette personne sorte de ma vie. Je ne suis pas d'accord. Ça peut être des discours sur « j'ai tout fait pour que ça se passe à merveille », etc.
Si c'est la perte de quelque chose, si c'est complètement injuste que j'ai perdu cet objet, on a dû me le voler, voilà. Ensuite, donc, le déni, la colère, puis intervient en général la peur. La peur, c'est vraiment l'appréhension de notre nouvelle vie sans ce qu'on a perdu. Donc, c'est quelque chose d'inconnu, d'où la peur. Réfléchir à comment se sécuriser dans notre nouvelle vie sans cette perte. Ensuite, on a ce qu'on appelle le marchandage. Le marchandage, ça va être quand on va repousser l'échéance et qu'on va rester dans des faux espoirs. Peut-être, si je prends encore l'exemple de la rupture, peut-être qu'on va se remettre ensemble. Peut-être que finalement il va se rendre compte ou elle va se rendre compte que notre couple était merveilleux. Si je prends la perte d'un objet par exemple, c'est peut-être que finalement je vais le retrouver, donc je vais continuer de chercher. Ensuite, on a justement cette phase de tristesse. Cette phase-là, c'est quand la douleur elle est au plus fort, mais malheureusement, il faut l'affronter pour passer à la suite. Et la suite, c'est l'acceptation, lorsqu'on arrive en fait à avancer sans ce qu'on a perdu. Donc voilà, les 6 étapes. Le déni, la colère, la peur, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Et toutes ces phases-là se font à, on va dire, une vitesse plus ou moins longue, selon l'ampleur de la perte, selon la douleur face à cette perte. Et vraiment, toutes ces étapes vont vous permettre de vivre sans celle-ci. Donc c'est vraiment ce processus de restructuration ou de cicatrisation. Pour terminer sur une note positive, on va parler de la joie, qui est aussi une émotion, qui est une émotion généralement plus agréable que les 3 autres dont je vous ai parlé, mais tout aussi positive. Vraiment, j'aime pas ce terme de positif ou de négatif parce que toutes les émotions sont positives puisqu'elles vous font passer des messages et qu'elles vous permettent de vous faire passer à l'action. Donc la joie, pareil, on a différents degrés d'intensité, on a la gaieté, la tendresse, l'optimisme, l'enthousiasme, la sérénité, le bonheur, l'euphorie, le plaisir, la gratitude, vraiment tous ces mots, tous ces adjectifs qu'on aime ressentir. La joie, elle nous donne généralement un mouvement vers l'avant, elle nous donne une envie de partager avec les autres, de diffuser notre vitalité, de transmettre notre bonheur et nos énergies aux autres. Donc le besoin derrière ça, c'est se sentir aimé, partager, se sentir en lien, en fait, tout simplement. La joie, elle conjugue le bien-être et le plaisir, et c'est un moteur qui implique vraiment ce mouvement d'ouverture vers les autres. Donc si je dois synthétiser, la peur, besoin de sécurité. La colère, besoin de poser vos limites, de vous faire respecter, de poser votre cadre pour que ce soit juste. Ensuite, on a la tristesse, besoin d'accepter une perte, processus de cicatrisation en 6 étapes, et la joie, besoin de partage, d'être en lien avec les autres. Il y a 2 autres émotions dont je voulais vous parler. Le dégoût. Très souvent, le dégoût est associé au fait peut-être de vomir. Le dégoût nous indique vraiment un rejet, quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, quand vous ressentez ce dégoût, sortez déjà cette chose de votre vie. Cette chose, cette situation, cette personne, vraiment de votre vie pendant un temps pour comprendre en fait ce que vous avez besoin derrière. En tout cas, le dégoût, ça vous dit ça, c'est pas possible. Et il y a aussi l'émotion surprise, qui est une émotion à part entière, mais c'est un peu une émotion latente, puisque c'est une émotion qui vous permet de faire face à une situation, du coup, surprise. Et après, vous allez avoir une autre émotion. Si c'est une bonne surprise, peut-être de la joie. Si c'est une mauvaise surprise, peut-être de la peur ou de la colère. Mais l'émotion surprise en elle-même est une émotion, j'aime bien dire, latente, qui vous permet de faire face à ça. Comme je vous ai parlé des degrés d'intensité, moi j'aime bien utiliser l'image de la jauge. Parce que par exemple, si on prend la colère, quand vous êtes en fureur ou dans la haine, vous êtes, on va dire, si on prend une jauge qui va de vert à jaune à orange à rouge, quand vous êtes dans la haine ou dans la fureur, vous êtes dans le rouge, mais peut-être que quand vous êtes dans la contrariété, vous êtes dans le jaune. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à vous mettre en mouvement au premier degré de l'émotion. Parce que si vous réagissez à la contrariété, peut-être que vous n'allez pas accumuler pour arriver dans la fureur. Donc c'est hyper intéressant de comprendre le message dès son premier degré. Contrariété, mon ami est arrivé en retard à un rendez-vous.
Plutôt que de laisser passer, si vraiment ça me contrarie, je peux peut-être lui dire comment on pourrait faire la prochaine fois pour que ce soit à l'heure, parce que voilà, moi c'est important pour moi qu'on commence à l'heure ou quoi. Je me sens pas respectée dans mon emploi du temps, dans mes responsabilités si tu arrives en retard. Est-ce que c'est OK pour toi que la prochaine fois, on se dise, j'en sais rien, 18h et que tu arrives et que tu te dises dans ta tête 6h moins 10. Comme ça, au moins, tu sais que même si tu as 10 minutes de retard, c'est OK et moi, je me sens respectée. Ça peut être des choses comme ça. Mais simplement prendre l'émotion en compte dès qu'elle arrive, plutôt que de les cumuler pour qu'elles soient de plus en plus fortes et qu'au final, au bout d'un moment, ça déborde. En fait, l'élimination émotionnelle, c'est vraiment basé sur le même principe que l'élimination physique. On apprend à un enfant à ne pas faire pipi n'importe où, mais on n'empêche surtout pas d'uriner. J'aime beaucoup cette métaphore parce que je trouve qu'elle est vraiment parlante. C'est pareil pour les émotions. Si vous ne voulez pas les exprimer n'importe où, ce que je peux entendre, en revanche, pour moi, on n'est pas obligé de se cacher pour exprimer une émotion, mais si vous n'êtes pas à l'aise, ne les exprimez pas à l'endroit où vous n'êtes pas à l'aise, mais extériorisez-les pour les éliminer. C'est important qu'elles sortent. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et tout ce qui est imprimé cherche à être exprimé. C'est Jacques Salomé qui dit ça, et ça me semble vraiment très juste. Donc voilà ce qu'il en est pour les émotions. Et si vous voulez vous entraîner à décortiquer un peu vos émotions, déjà vous pouvez vous demander, quand vous ressentez une émotion, quelle est la situation ? Là, imaginez que vous allez décrire factuellement la situation qui vous fait déclencher cette émotion. Vous êtes où ? Vous êtes avec qui ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Je dis bien factuellement, donc sans interprétation. Ensuite, quelle est l'émotion que vous ressentez ? Vous pouvez même vous demander quelles sont les sensations dans votre corps, parce que votre corps parle. Et en général, vous n'aurez pas les mêmes signaux corporels pour chacune des émotions. Pour la peur, personnellement, je vais avoir les jambes qui tremblent, peut-être beaucoup de pensées dans ma tête, le cœur qui bat très fort. Là où pour la colère, j'aurais plus le cœur oppressé, les poings serrés, probablement les larmes aux yeux. Globalement, chez moi, les larmes, c'est quand même... Alors en général, c'est pas le même débit selon l'émotion, mais en général, elles sont là. Et peut-être que je vais avoir les jambes coupées. Donc elles tremblent pas, mais elles seront coupées dans la colère. Là où dans la tristesse, je vais avoir beaucoup de larmes, je vais avoir froid généralement. Non, mais en tout cas, on voit que le corps parle. Du coup, quand vous avez décrit la situation factuellement, identifié l'émotion, identifié les signaux corporels, vous pouvez vous demander quel besoin cherche à satisfaire cette émotion. Exemple, je ressens de la peur, j'ai besoin de me sécuriser. Et ensuite, quel comportement vous pouvez mettre en place pour satisfaire ce besoin. Ça paraît complexe parce que c'est en 5 étapes. Factuellement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Quelle est l'émotion ? Quel besoin cherche à satisfaire cette émotion ? Et qu'est-ce que je mets en place ? C'est un peu comme apprendre à conduire. Là, je suis en train de vous dire, ah oui, mais du coup, il faut regarder dans tous les rétroviseurs extérieurs, intérieurs, etc. C'est pareil. On va regarder la situation, l'émotion, le besoin, le comportement. Bien sûr, je réécris tout ça dans les notes de l'épisode. Si vous avez besoin de vous y référer, n'hésitez pas à retrouver ça dans l'article. Tout sera bien écrit. Mais voilà pour vous permettre déjà de décortiquer vos émotions. Ça me semblait important de faire un épisode là-dessus. En fait, comprendre ces émotions, c'est un peu comprendre comment piloter, finalement, ces états internes. Et ça me semble être la base. Malheureusement, on ne nous l'apprend pas à l'école. C'est dommage. Je l'ai appris en PNL et depuis, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre et d'exprimer mes émotions. Donc j'aimerais que ce soit aussi simple pour vous. Là, c'est comme apprendre à conduire. Hein. J'ai d'abord patiné et ensuite c'est devenu plus fluide. N'hésitez pas à vous faire un petit tableau au départ. Un petit tableau dans lequel vous notez la situation, l'émotion, le besoin et le comportement. Petit tableau en quatre cases. Et je vous assure que ça va vraiment vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux exprimer vos émotions. Pourquoi je vous propose de commencer par un petit tableau ? C'est qu'en fait, très souvent, quand on est sous le coup de l'émotion, c'est très difficile, voire quasi impossible de réagir de manière rationnelle. Si je vous l'explique très simplement, avec des images, en fait, c'est comme s'il y avait un court-circuit entre votre cerveau émotionnel et votre cerveau rationnel.
C'est vraiment de manière très imagée, mais ça permet de comprendre les choses. On le voit chez les enfants notamment, quand ils sont par exemple en colère, c'est impossible de les raisonner. Mais en fait, ça marche pas que chez les enfants. C'est pareil chez nous adultes. Quand on est sous le coup de l'émotion, c'est parfois impossible de nous raisonner ou même qu'on se raisonne nous-mêmes. Donc pour ça, vous pouvez déjà laisser passer l'émotion corporellement. Moi, j'aime beaucoup utiliser la méthode Tipeee pour ça, pour vous expliquer rapidement la méthode Tipeee. C'est une méthode de régulation émotionnelle. Tipeee, ça signifie technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. C'est une méthode qui a été développée par Luc Nicon et qui permet d'utiliser notre capacité naturelle de régulation émotionnelle parce qu'on en a une. Et cette capacité naturelle, elle est vraiment en chacun de nous, qu'on soit adulte, enfant, homme, femme, voilà. Vraiment, chaque humain a cette capacité-là. C'est une approche qui se base sur un principe très simple. Chaque émotion, comme je vous l'ai dit d'ailleurs précédemment, déclenche des sensations physiques. Et du coup, en fait, on peut simplement laisser les sensations évoluer, sans jugement, jusqu'à l'apaisement. Donc ça aussi, ça va se passer en 4 étapes. D'abord, donc quand vous ressentez l'émotion, vous pouvez fermer les yeux. Si vous voulez le faire sur place, vous pouvez. Si vous voulez le faire dans un endroit où vous vous sentez bien, vous pouvez vous isoler. Et si vous le faites sur place et que c'est pas possible de fermer les yeux, pour X ou Y raison, gardez les yeux ouverts et pensez simplement à ce qui a déclenché l'émotion. Essayez de nommer cette émotion et observez les sensations physiques qui se passent dans votre corps. Comme je disais, larmes qui montent, peut-être nœud au ventre, respiration saccadée. Soyez concentrés uniquement sur ce qui se passe dans votre corps. Laissez évoluer les sensations physiques sans chercher à les interpréter ou à les modifier. Et vous allez voir qu'en fait, l'émotion, elle va vous traverser. Parce qu'au bout de quelques secondes ou de quelques minutes, vous n'allez plus ressentir aucune sensation corporelle. L'émotion, elle s'est régulée comme évacuée et vous pouvez reprendre le cours de votre journée. Ça ne veut pas dire que dans votre tête, l'émotion n'est pas passée. Il y aura du coup peut-être des sentiments ou des pensées liées à la situation, mais l'émotion corporellement sera passée. Et ça, je pense que c'est intéressant d'en avoir conscience que quand vous êtes sous le coup de l'émotion, c'est pas forcément possible tout de suite de réagir de manière, on va dire, appropriée. Je sais pas, dans ma tête, là, j'ai l'émotion colère. Peut-être que quand vous êtes en colère, plutôt que de contre-attaquer tout de suite, vous pouvez prendre le temps d'utiliser la méthode Tipeee, ensuite d'utiliser votre tableau pour, je répète, décrire la situation factuellement, nommer l'émotion, identifier les signaux corporels, ensuite identifier le besoin derrière cette émotion et le comportement. Et ça va vraiment vous permettre de faire face à des situations qui vous mettent dans des émotions agréables ou désagréables, mais d'y faire face en étant conscient ou consciente de ce dont vous avez besoin. Vraiment vous et pas quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question sur cet épisode. Je ferai un plaisir de vous répondre. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez pouvoir comprendre et écouter les messages si importants et si subtils que vous transmettent vos émotions. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée! Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.